d'apprentissage. Je m'appelle Amélie Trépanier, je travaille au service de soutien à l'enseignement et il va me faire plaisir de vous accompagner dans ce webinaire. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, même si j'ai bien hâte de faire, voici quelques petites informations d'usage. La conférence sera d'une durée d'environ 50 minutes et sera suivie d'une période de questions. Si vous avez des questions, donc, je vous invite à les poser via le module questions et réponses. Comme vous le savez maintenant, la conférence est enregistrée. Le lien de rediffusion plutôt, vous sera envoyé par courriel d'ici quelques jours, ainsi que le diaporama. Le tout sera donc accessible à toute la communauté UL. Maintenant, place à notre conférencier du jour. Il fait grand plaisir de vous présenter M. Saoul Bogatti. Saoul, je vais me permettre, on se connaît, est originaire de Venise et vit à Québec depuis 2005. Il enseigne l'italien au Cégep Garneau et au Conservatoire de musique de Québec. Il détient une maîtrise en enseignement de l'Université de Sherbrooke et son mémoire porte sur l'utilisation de l'humour dans le matériel pédagogique. Sans plus tarder, je vous souhaite un bon webinaire et Saoul, una buona conferenza. Grazie, merci beaucoup. Alors bonjour à tout le monde. Et avant tout, je me prends le temps de dire merci aussi à Amélie et Camille qui m'ont invité ici. Donc pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et vous avez choisi de passer cette belle journée de soleil avec moi. Donc on va rester ensemble pour les prochains 45-50 minutes, comme disait tout à l'heure Amélie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'humour, mais pas de faire des blagues ou... je ne suis pas un humoriste, anyway, mais on va parler plutôt de l'humour utilisé en enseignement. Donc, comment on pourrait se servir de l'humour pour favoriser l'apprentissage? Comment on pourrait utiliser l'humour pour accompagner nos étudiants à apprendre? Donc, on va regarder ensemble quelles sont les bonnes pratiques et surtout les pièges à éviter. Parce que l'humour peut nous aider, oui, dans les apprentissages, mais il faut l'utiliser avec attention. Premièrement, on pourrait apporter des définitions de l'humour. Le mot humour peut décrire un processus déclenché par un stimulus humoristique qui termine souvent avec une réponse comme les rires, par exemple. Mais ce n'est pas très simple de définir l'humour parce que on peut se le présenter sous différentes formes. On peut parler d'humour dans les blagues, dans des jeux de mots, et aussi l'humour peut apparaître dans différentes situations, formelles, informelles. Il peut se référer à différentes cibles, donc on peut rire de nous-mêmes, rire de notre personne. On verra tantôt que c'est aussi un sujet délicat. Et il peut être spontané ou non, donc volontaire. Pensons par exemple aux humoristes, et involontaire quand nous faisons des gaffes en classe. Donc, on va plutôt parler aujourd'hui de l'humour volontaire, donc de la création de situations, d'activités humoristiques dans le but de favoriser les apprentissages. Pour parler d'humour, il faut avant tout parler de ses principales théories, parce que l'humour pour expliquer pourquoi on rit dans une situation humoristique, existe plusieurs théories, mais aujourd'hui, on peut les résumer en trois. Ce sont trois les principales théories qui peuvent définir une situation humoristique. Premièrement, la théorie de la supériorité. Selon cette théorie, l'expérience humoristique prend origine de la dérision vers les autres. Pensons par exemple à une personne qui glisse sur une pelure de banane. On trouve ça drôle. Même si c'est pas drôle, la personne peut se blesser, se casser des côtes, donc il n'y a rien de drôle là-dedans. Toutefois, cette théorie qui monte à l'Antiquité, monte au temps de Platon et Aristote, est une théorie qui peut expliquer une situation humoristique. Vous avez probablement déjà écouté des vidéos YouTube de fails, de personnes qui tombent, etc. Et on trouve souvent ces vidéos humoristiques et drôles, même si en théorie, il y a un côté, si on veut, dramatique. La deuxième théorie est la théorie du soulagement, selon laquelle on rit comme conséquence à la libération, quand on se libère d'une tension. Exemple, imaginez un professeur très sérieux qui fait jamais de blagues, puis soudainement conte une histoire drôle à ses étudiants et les étudiants
commence à rire. Il commence à rire comme conséquence, comme libération de cette tension qui était créée en classe. On peut penser aussi au chatouillement, comme on voit dans l'image. Quand quelqu'un nous chatouille, ça nous fait rire, effectivement, parce qu'il y a une libération d'une tension. Donc, la théorie du soulagement est la deuxième théorie qui peut définir l'humour aujourd'hui. La troisième est aussi la théorie qui est la plus, je dirais, étudiée et considérée et explorée aujourd'hui dans la recherche est la théorie de l'incongruité, selon laquelle l'humour provient de l'association d'idées incohérentes ou de situations qui sont divergentes de l'usage commun. Regardons l'image à droite, Sorry, we are open. On voit tout de suite qu'il y a un contraste entre ce qu'on devrait voir normalement, que c'est Sorry, we are closed, et open. Donc, cette incongruité devrait nous faire rire, selon la théorie de l'incongruité, que je répète, est la plus étudiée et réputée aujourd'hui. Voici un autre exemple d'incongruité. Vous voyez ici un verre de bière dans lequel on voit l'inscription half full et half empty. Et le fait que la bière se trouve en dessous de cette ligne, dans cette zone, établit une collision entre deux référentiels et crée une incongruité. Et cette incongruité se traduit par un effet humoristique. Un effet humoristique qui a lieu seulement dans le moment dans lequel on réalise l'incongruité. Par exemple, une personne qui ne parle pas anglais ne trouverait pas cette image, ce vers drôle, cette image drôle. Alors, regardons ensemble, vous allez voir tantôt pourquoi je vais parler de l'incongruité, de la résolution de l'incongruité. Parce que c'est la résolution de l'incongruité qui définit l'humour. Vous allez comprendre pourquoi et pourquoi c'est important aussi dans un contexte d'apprentissage. Premièrement, pour vous expliquer c'est quoi la résolution de l'incongruité, je vais faire un exemple avec une blague peut-être plate aussi, qui dit quelle est la différence entre une baleine et un professeur sympathique. Regardons la réponse. Aucune, les deux sont en voie d'extinction. Bon, peut-être vous avez ri, peut-être pas, mais regardons, en utilisant cette blague, comment on peut expliquer l'incongruité de l'humour. Et pour faire cela, on va utiliser un schéma qui a été créé dans les années 70, retravaillé et étudié aujourd'hui, un schéma qui définit, qui explique qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on voit une vidéo drôle, on entend une blague, on voit une image humoristique. Alors là, on va passer à travers le schéma en utilisant la blague de la baleine et du prof. Premièrement, il y a une lecture et un stockage des paramètres. Cela veut dire que bon, on entend la blague et par la suite, il y a une élaboration de schémas narratifs. Donc, on commence à imaginer la baleine, le prof, et à créer un schéma narratif. Par la suite, il y avait une question. Donc, on peut se lancer dans la prédiction du texte. Et on est au centre du schéma. Si on devine la suite du texte, et c'est la fin, il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de rire. Cela arrive quand on connaît déjà la blague. Imaginez que vous connaissez déjà l'histoire de la baleine du prof, vous n'avez pas ri, parce que vous connaissez la fin et donc la prédiction de votre texte concorde. Toutefois, si vous êtes capable de prédire la suite, mais ce n'est pas la fin, ou encore vous n'avez pas prédit la suite du texte, il y a une surprise. Vous dites, ah, immédiatement, il y a une surprise. Et vous essayez de trouver une règle cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'immédiatement, notre cerveau fait des liens. Et ici, la règle cognitive est savoir qu'une baleine est en voie d'extinction. C'est un animal rare, aussi comme, théoriquement, un prof sympathique. C'est seulement si on est en mesure de trouver une règle cognitive que l'expérience humoristique a lieu. C'est seulement en ce moment qu'on peut rire. Parce que si on ne trouve pas de règles, si on ne comprend pas la blague, je vulgarise, il n'y a pas de rire. Cela arrive, par exemple, si je vais conter la même histoire à un enfant de 2 ou 3 ans. Il ne va pas rire. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas en mesure de trouver une règle cognitive. Donc, gardez ça dans la tête. Je vais retourner sur cet aspect quand on va parler d'apprentissage. Cependant, ce schéma-là
sert à expliquer la résolution de l'incongruité, mais il y a beaucoup de limites à considérer. Premièrement, si on veut que l'expérience humoristique soit positive, donc il y a du rire à la fin et d'appréciation de l'humour, il faut que le temps pour trouver cette fameuse règle cognitive ne soit pas trop court ni trop long. Parce que si le temps est trop court ou trop long, on ne va pas trouver cette histoire drôle. Même chose, avoir un impact comme limite est la complexité de l'histoire. Si l'histoire est trop complexe ou pas assez complexe, on risque de ne pas trouver drôle l'histoire. Autre aspect, c'est la pertinence. Donc, comme je disais tantôt, ça dépend à qui on compte la blague. Est-ce qu'on va le dire à un enfant ou à une personne qui vient de perdre son emploi comme professeur? Je ne pense pas qu'il va rire vraiment. Donc, c'est la pertinence aussi que c'est important. Et autre aspect très important quand on va parler d'humour approprié, c'est que jamais une histoire doit nous amener vers des émotions négatives. Exemple, si vous entendez cogner à la porte et quelqu'un crie « Police !», vous allez ouvrir la porte et de l'autre côté, vous allez voir votre ami, il y a une incongruité et vous allez rire « Ah ah, c'est drôle » ou pas, peut-être, ça dépend. Toutefois, si vous entendez cogner à la porte, quelqu'un crie « Police », vous allez ouvrir et vous allez voir une personne armée qui vous pointe un fusil sur vous, il y a une incongruité, mais ce n'est pas tout à fait drôle. Donc, les émotions négatives peuvent avoir un impact, effectivement, sur l'incongruité et sur la définition de l'humour. On continue. On le sait bien que l'humour est partout. Donc, on commence quand on est enfant. Notre mère nous faisait des grimaces et on riait et on trouvait cela drôle. Ou encore, on trouve l'humour au cinéma ou dans la littérature. Et bien sûr, dans la classe aussi. Parce qu'on se souvient, j'imagine, comme quand on était étudiant, qu'on était marqué par un professeur qui était drôle et qui utilisait l'humour en classe. L'humour nous a marqué dans notre passé, peut-être comme expérience scolaire. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On ne va pas parler de l'humour en général dans la société. L'objectif aujourd'hui est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe en classe quand on utilise l'humour. Et donc, pour cela, je vais vous montrer un schéma qui résume les effets de l'humour en classe. Qu'est-ce qui se passe du moment qu'il y a une situation humoristique en classe? Quels sont les effets au-delà de l'apprentissage? Regardons ensemble quels sont les effets de l'utilisation de l'humour en classe. Donc, il faut considérer l'expérience humoristique selon différents points de vue, dans le sens qu'on peut considérer l'humour d'une perspective socioculturelle, psychologique, physiologique et le plus important, la plus importante est la perspective cognitive qui nous concerne aujourd'hui. Toutefois, du moment qu'on utilise l'humour en classe, il y a toujours des effets. Il y a toujours des effets qui ne sont pas négligeables. Premièrement, d'un point de vue socioculturel, l'humour réduit les distances entre individus. Ça, c'est très important, mesdames et messieurs, parce que du moment que vous ouvrez la porte à une expérience humoristique en classe, automatiquement, vous allez vous approcher de vos étudiants. Donc, si vous voulez garder une distance avec vos élèves, l'humour, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas la meilleure pratique. Mais j'imagine que si vous êtes avec moi aujourd'hui, vous êtes curieux et vous voulez peut-être expérimenter l'humour en classe ou vous le faites déjà. Si vous le faites déjà, vous savez très bien que la meilleure façon de créer de belles relations avec les élèves, de proximité, c'est de faire des blagues. Deuxièmement, l'humour a aussi le pouvoir de démystifier l'image du professeur. Il y a peut-être des gens parmi vous qui viennent d'Europe. L'image du professeur en Europe, surtout à l'université, est différente d'ici. Il y a une grande distance entre prof et élève. Il y a une énorme distance culturellement, surtout en Italie. Je parle pour moi, de mon pays en fait. Et du moment qu'on utilise l'humour, cette image mythique, si on veut, du professeur vient un peu moins. Donc, il faut garder cet aspect dans la tête aussi.
Et l'humour aussi augmente la flexibilité mentale des personnes du moment qu'ils participent à une blague ou qui écoutent une blague aussi. Et améliore aussi les relations de travail. Donc, relations de travail, ici, je veux parler de la relation prof-élève. D'un point de vue psychologique aussi important, l'humour crée en classe un climat agréable. Vous l'avez déjà peut-être constaté en l'utilisant ou quand vous étiez élève, que la création d'un climat agréable aussi favorise la cohésion du groupe. On rit ensemble, on vit une belle expérience ensemble, il y a une belle atmosphère en classe et on crée des beaux liens entre nous. Et aussi, c'est prouvé, l'humour a aussi un impact sur la motivation et la persuasion à accomplir des tâches, à travailler. Et aspect très important, parce que vous le savez, chacun de nous donne des cours différents, des cours qui sont plus ou moins appréciés. Il y a des matières, vous le savez mieux que moi, qui sont plus difficiles à digérer, des notions qui sont complexes. Et l'utilisation de l'humour peut aider à changer la perception que nous avons d'un cours et à nous motiver, et à motiver les élèves à dire, bon, OK, la matière est difficile, mais les professeurs, des fois, amènent des situations drôles, humoristiques, qui vont rendre la matière plus accessible et, je ne veux pas dire plus intéressante, mais plus changer de perception, disons, de cette discipline. J'ai oublié de le dire, mais ce schéma ici résume des années, des décennies de recherche faites dans le domaine de l'humour. OK, c'est pas juste, on va parler tantôt de ma recherche, mais ça résume un peu des années et des années de recherche au sujet de l'humour en classe. Fermez parenthèse. D'un point de vue physiologique, du moment qu'on rit, notre cerveau produit d'endorphines qui ont le pouvoir de réduire l'anxiété, la douleur et surtout, chose importante, de stimuler le processus de mémorisation. Ça, c'est important pour notre dernière perspective, que est celle cognitive. C'est d'elle qu'on parlera aujourd'hui. Et que l'humour stimule l'activité cérébrale. On l'a vu tantôt avec les schémas. Du moment qu'on compte une blague, le cerveau de nos étudiants, ou notre cerveau est en action, essaie de trouver des réponses, etc. Et cette activité peut favoriser l'apprentissage. Parfait. L'humour en apprentissage était déjà analysé, était déjà étudié. Des recherches effectuées surtout aux États-Unis, en Europe, et au Moyen-Orient suggèrent que l'humour aurait effectivement un impact sur l'apprentissage et la réutilisation des connaissances. De mon côté, moi j'ai étudié l'humour dans le cadre de ma maîtrise et l'idée d'utiliser l'humour en apprentissage arrivait d'un besoin puisque mes élèves avaient de la grande difficulté avec l'apprentissage et la réutilisation du vocabulaire de la langue italienne. J'ai exploré des voies possibles pour favoriser les apprentissages et l'humour est une voie à explorer. L'humour faisait déjà partie de mon enseignement et j'avais remarqué que les étudiants se souvenaient surtout des mots appris avec l'humour. Et pour cette raison, j'ai commencé une recherche qui avait comme objectif de concevoir du matériel pédagogique humoristique pour favoriser l'apprentissage et la réutilisation du vocabulaire italien. Donc, comme ce n'était jamais fait au Canada et dans un contexte d'apprentissage de la langue italienne, j'ai opté pour cette recherche. Donc, dans les diapositives qui suivent, je vais vous montrer un mélange des résultats aussi de ma recherche, qu'est-ce que j'ai remarqué en utilisant ces matériels et en collectant les données des participants, qui ont été plus que 128. Et donc, tout ce qui va suivre est en lien un peu avec la recherche et va confirmer aussi les résultats des chercheurs et chercheuses qu'on voit ici. Ben, avant tout, si on veut utiliser l'humour en classe, qu'est-ce qu'on pourrait viser? On utilise l'humour pour faire apprendre quoi? Ben, vous avez le choix. Vous pouvez, par exemple, décider de faire apprendre un concept que vous trouvez qui se prête bien à être présenté avec humour ou qui est un peu difficile. Dites, ben, je vais essayer de présenter, mais d'une façon différente. On verra tantôt des exemples et comment.
Vous pouvez choisir aussi de faire apprendre une partie d'une leçon, une leçon au complet. Et dans mon cas, ce que j'ai fait, c'était plusieurs leçons. Et moi, j'avais développé du matériel humoristique pour 4 leçons sur 13 de mon cours d'italien langue seconde. Comment on pourrait faire apprendre le concept ou la leçon de manière humoristique? Vous pouvez projeter des images, par exemple des dessins, des bandes dessinées, des photos, ça pourrait être une bonne idée. Écouter des vidéos, pardon. Lire un texte humoristique, compter des blagues, vous pouvez compter des blagues ou des anecdotes en lien avec votre vie personnelle, et aussi utiliser des termes qui sont issus du parler des jeunes et d'autres groupes sociaux et communautaires. Comme ça, les étudiants vont s'identifier plus avec votre activité humoristique. Mais quelles sont les conditions pour que l'humour soit efficace au regard de l'apprentissage? OK, on fait des blagues en classe, puis c'est tout. On montre une image drôle, puis les étudiants vont apprendre. Ben non, c'est pas si simple. Il y a quand même plusieurs conditions à respecter. Ce qui émerge de ma recherche, c'est que pour que l'humour devienne efficace, doit être avant tout compris pour être apprécié et après peut devenir efficace. On dirait que c'est logique, mais c'est très important. Du moment que vous voulez utiliser l'humour en classe, gardez toujours les 3 conditions dans la tête. La compréhension de l'humour, son appréciation et son efficacité. Quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en place pour favoriser ces 3 étapes? Premièrement, on veut que les étudiants comprennent l'humour, parce que s'ils ne comprennent pas, l'appréciation et l'efficacité n'ont pas lieu. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour favoriser la compréhension de l'humour? Avant tout, il faut opter pour un contexte qui soit clair et connu. Donc, prendre en considération le groupe d'âge et leurs références. Je fais un exemple. Lors de ma maîtrise, quand j'ai créé mon matériel, j'ai créé une histoire drôle en lien avec les Rolling Stones, dont on voit l'image à gauche. Et pour moi, c'était clair que tout le monde connaît les Rolling Stones. Ben, ce n'est pas le cas. Donc, plusieurs étudiants ont dit ça, on n'a pas compris la blague, ce qui se passe, c'est qui, c'est quoi. Donc, faites attention. J'avais fait ce travail de réflexion, mais il faut vraiment aller en profondeur et dire, OK, mon groupe, mes étudiants ont quel âge et quelles sont leurs références? Ça, c'est vrai surtout à l'université. Vous avez des étudiants qui viennent de différents pays. OK? Donc, si vous parlez de le groupe Harmonium ou des histoires des humoristes québécois ou québécoises, probablement n'ont pas les mêmes références et ne vont pas comprendre les blagues. Donc, c'est un aspect à considérer toujours, c'est que le contexte soit clair et connu. Donc, on oublie les Rolling Stones. Deuxièmement, utilisez un humour simple pour favoriser la résolution de l'incongruité. J'ai dit tantôt, la complexité est importante, donc créez des situations humoristiques, mais en utilisant un humour qui soit simple. Allez pas trop dans les détails, dans des choses hyper complexes. Gardez votre situation humoristique le plus simple possible. Et ça, c'est vrai, si vous donnez un cours de langue, utilisez des expressions adéquates au niveau des connaissances des apprenants. C'est vrai aussi, vous avez peut-être des étudiants qui ont de la difficulté en français, qui sont hispanophones ou qui viennent d'un autre pays d'Europe. Ça, c'est vrai aussi. Donc, validez, faites attention aux expressions que vous allez utiliser. Voici les éléments à mettre en place pour favoriser la compréhension de l'humour. Une fois que l'humour est compris, on peut aller vers son appréciation. Quels sont les éléments favorisant l'appréciation? Avant tout, et ça c'est vraiment le centre de notre conférence, est l'utilisation d'un humour approprié. Et c'est très important d'ouvrir une parenthèse ici, une grande parenthèse, parce qu'il faut que je vous parle de qu'est-ce qui est approprié en humour et surtout qu'est-ce qui n'est pas approprié. Parce que la meilleure manière de parler de l'humour approprié est parler des sujets à éviter. OK? Vous allez voir, je fais une liste ici des sujets humoristiques à éviter absolument en classe. Pourquoi? L'humour, c'est une arme à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'humour peut vous approcher des étudiants,
créer des situations favorables pour l'apprentissage, mais peut aussi faire des dégâts, peut vous éloigner des étudiants et défavoriser l'apprentissage. Donc, c'est très important de faire un travail de réflexion, comme en fait ici Vanzer et ses collaborateurs, sur quel sujet on peut utiliser. Premièrement, on va passer à travers la liste à éviter absolument des blagues et des commentaires sexuels. OK, il y a des choses là-dedans que vous allez trouver logiques. Ben oui, oui, mais faites attention. Quand vous allez créer une blague, allez pas dans ce terrain glissant. Évitez toutes les expressions vulgaires. Évitez aussi de parler de consommation d'alcool et de drogue. Et évitez l'humour morbide, comme on voit dans l'image ici, et le sarcasme. Je ne suis pas en train de dire que personne rit de l'humour morbide, du sarcasme. Il y a des gens, il y a des étudiants qui vont l'apprécier. Mais faites attention, parce que si vous allez jouer là-dedans, vous pouvez trouver un pourcentage majeur ou mineur de personnes qui ne vont pas rire de cette situation. Colonne à droite, à éviter aussi la dérision, dirigée vers les étudiants ou autres groupes qui ne sont pas présents en classe. Donc, évitez absolument des jokes en lien avec le sexe, mettons les gars, les filles, etc. Évitez absolument ce sujet. On ne rit pas de l'apparence des choix vestimentaires de vos étudiants. Ou, pire encore, on ne rit pas de l'intelligence. Mettons qu'un étudiant répond mal à une question, on ne rit pas de sa réponse, bien sûr. On évite aussi de faire des blagues sur la vie personnelle, la religion, l'origine ethnique. C'est sûr que, attendez une minute, là on est en train de parler de l'humour. Si dans votre cours, vous devez parler de religion, d'origine ethnique, etc., c'est sûr que vous allez le faire, parce que ça fait partie de votre enseignement. Mais moi, je suis en train de parler des blagues en lien avec la religion et l'origine ethnique. Évitez aussi de rire de votre milieu scolaire, exemple, autres enseignants, la direction, l'administration, etc. Évitez absolument des blagues en lien avec l'orientation sexuelle. On l'a vu, hein, surtout aujourd'hui, toutes les situations malheureuses qui sont arrivées. Et on rit pas évidemment non plus de la motivation politique. L'humour change, ok, évolue. Et les sujets à éviter dans 10 ans, dans 15 ans vont changer, vont en ajouter, vont en enlever d'autres, on ne sait pas encore. Chose certaine est qu'il faut faire attention. D'ici, si on recule de 5 ans ou de 10 ans, il y avait des blagues qui passaient il y a 10 ans et qui ne passent plus aujourd'hui. Tout dépendant des nouvelles et de ce qui se passe. Je fais un exemple. Une partie de mon cours est sur Moodle et il y a des exercices de grammaire. Les étudiants doivent compléter des phrases et j'ai toujours utilisé l'humour, donc j'écris des phrases drôles. Ben, en regardant les phrases que j'avais écrites en 2010 aujourd'hui, j'en ai effacé 3-4 parce que je me trouvais drôle, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, faites attention aussi au sujet à éviter. Toutefois, il y a des bonnes nouvelles, il y a des activités que les étudiants adorent. Les recherches de Vanzer et collaborateurs ont été faites dans le milieu universitaire collégial. Donc, c'est des gens qui ont l'âge de nos étudiants. Donc, ce qui apprécient les étudiants comme activité, ben, ils aiment beaucoup quand on apporte en classe des médias, des objets. Exemple, dans vos cours de chimie, vous amenez des objets que vous avez dans la cuisine. Je dis n'importe quoi, ok, je fais des exemples. Ou vous utilisez un déguisement en faisant attention à l'appropriation, bien sûr. Et les étudiants apprécient aussi quand vous racontez des histoires, des anecdotes. Et le cynisme est apprécié aussi. Par exemple, rire du livre. Évidemment, pas toujours, sinon les livres vont perdre de crédibilité aussi. Vous pouvez parler aussi des stéréotypes de la vie étudiante, utiliser de façon créative le langage, donc s'il y a des doubles sens, pas trop vulgaire. Moi, je le fais beaucoup en italien. Il y a des mots qui veulent dire une chose en italien qui sont c'est complètement différent en français. Donc, vous pouvez aller là-dedans pour stimuler un apprentissage. Moi, je le fais pour apprendre certains mots, par exemple. Vous pouvez utiliser des jeux de rôle. La taquinerie innocente, on ne tombe pas dans la dérision, mais taquinerie, une petite taquinerie. Et aussi parler de l'actualité en faisant attention au sujet, bien sûr. Faites très attention si vous intégrez l'humour dans l'actualité.
Mais un des situations, des sujets plus appréciés par les étudiants est l'autodérision. C'est quand vous prenez le temps de rire de vous, de ne pas se prendre trop au sérieux. J'ai déjà entendu des personnes qui ne sont pas d'accord dans ça, dire oui, l'autodérision, mais on perd de crédibilité, etc. Oui, mais ça dépend comment on le fait. Je ne veux pas parler de vous ridiculiser complètement. J'ai dit que vous pouvez faire des blagues sur vous. Exemple, vous pouvez rire de vos caractéristiques, comme la vue, si vous ne voyez pas bien. Raconter des anecdotes, des histoires gênantes, on peut, ou souligner des gaffes faites en classe, plutôt que faire semblant de rien. Dites, ah, j'ai fait ça, c'est drôle. Et vous pouvez rire de vos habiletés personnelles. Exemple, ah, je ne suis pas manuel, je ne suis pas capable de faire ça, etc. Toujours dans le but d'amener une situation, une histoire drôle. Quelques commentaires de mes participants en lien avec l'autodérision. L'autodérision permet une complicité avec les profs, brise un peu le mur entre profs et étudiants et tisse des liens pédagogiques autant que sociaux. C'est parmi les interventions les plus appréciées. J'avais des blagues, des histoires en lien avec l'autodérision. Un peu d'autodérision, regardons des exemples. Je me suis censuré avant, j'ai des images qui sont allées plus loin que ça, mais voici des exemples. Et ça, c'était l'image à gauche, c'était pour expliquer des expressions des lieux, comment on dit devant, derrière, et je me suis cloné avec une application. Deuxième exemple, c'est un screenshot d'une vidéo que j'ai faite avec ma mère, dans laquelle les étudiants apprenaient le vocabulaire du café. Et pour faire cela, j'ai fait une vidéo humoristique avec ma mère et les étudiants ont vraiment ont vraiment ri beaucoup et avec cette vidéo qui riait un peu de moi et ma famille. Continuons. Donc, premièrement, humour approprié. On a vu tout à l'heure quoi éviter et quoi privilégier. Ensuite, si on veut favoriser l'appréciation de l'humour, si on veut, en vulgarisant, que les étudiants rient de notre activité et qui donc déclenche un apprentissage aussi en lien avec, comme on a vu tout à l'heure, il faut utiliser un humour qui soit proche des étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire proche? Ça veut dire que des situations humoristiques qui font rire nos étudiants. Comment on le fait? On le demande. Moi, j'ai fait un sondage, j'ai demandé à mes étudiants en une cohorte, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous trouvez drôle aujourd'hui en 2020? Et les étudiants ont donné des réponses, les personnes qui tombent, des blagues des papas, l'ironie, les humoristes, etc. Par la suite, pour booster, passez-moi le mot, l'appréciation de l'humour, faites des blagues en lien avec le quotidien, la famille, l'école. Vous avez vu le vidéo, comme je parlais tantôt de ma mère, ça c'est en lien avec le quotidien. Ça permet aux étudiants de s'identifier avec votre blague. Quand j'ai collecté les données pour ma recherche et j'ai lu beaucoup de commentaires en lien avec les vidéos de ma mère, et les étudiants l'ont aimé, pas parce que ma mère ou moi nous sommes drôles, mais parce qu'ils étaient capables de s'identifier dans leur vie. Ils disaient, ah, moi aussi, des fois, je demande à ma maman de préparer le café, puis je suis jamais content. Donc, jouer dans le quotidien. Aussi, faites des blagues en lien avec l'école, la vie universitaire, etc. Privilégiez aussi des activités et médias à la mode. Même chose, vous faites un sondage en posant la question, OK, avant de créer votre matériel ou votre situation humoristique, quelles sont les activités à privilégier en 2022? En 2020, c'était les jeux de rôle, les devinettes, la chasse au trésor, écouter des vidéos humoristiques, écouter des chansons drôles, les jeux cartes dans le front, ou associer des phrases à une image. Et ça, c'était vrai en 2020 et je garantis que c'est vrai en 2022 aussi. C'est l'utilisation des, en français, mèmes, mais les étudiants les appellent memes. Et sont, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais je vais vous montrer des exemples aussi. Les memes sont des images prises par Internet avec des phrases qui n'ont pas toujours un lien avec l'image, mais qui vont créer une incongruité humoristique. On verra tantôt des exemples. Et aussi, si vous comptez de faire des apprentissages en équipe ou des activités en équipe, formez les équipes. Parce que si on veut être certain que le mot soit apprécié,
idéalement, scusate, j'ai dit former les équipes. Non, ne formez pas les équipes. Laissez les étudiants former les équipes parce que j'ai remarqué que l'expérience humoristique est plus positive si les étudiants s'y connaissent déjà. Si se connaissent déjà, ont les mêmes référentiels humoristiques et vont apprécier l'activité davantage. Du moment qu'il y a l'appréciation de l'humour, au-delà de l'apprentissage, il y a des bénéfices à l'utiliser parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si l'humour est apprécié, vous allez créer un lien de proximité, un climat agréable en classe et vous allez favoriser la motivation à apprendre. Donc, on n'est pas sous-estimé l'humour, les effets qu'on appellerait secondaires, mais qui ne sont pas secondaires du tout. Regardons ensemble des exemples de mèmes ou memes. Dans mon cas, la première image à gauche, c'était pour apprendre les saisons de l'année. Comme primavera, c'est le printemps. Regardons l'image. Perché sei triste? Pourquoi tu es triste? C'est le printemps. J'habite à Québec. Et l'enfant est désespéré. OK. Alors, je vous explique pourquoi cette image peut être potentiellement humoristique. Premièrement, c'est très simple. Bon, bien sûr, c'est en italien. Mon cours est un cours d'italien, mais les étudiants sont capables de traduire facilement les phrases. Deuxièmement, il y a la simplicité. Il y a un lien. Il y a un humour connu. Pourquoi est connu? Cette image que vous voyez à gauche est très utilisée dans les memes. On la voit souvent avec des phrases différentes. Donc, on utilise quelque chose de connu, de proche, en lien avec la vie. Hein? On parle de Québec, on parle de la température, quelque chose que tout le monde connaît. Donc, on a mis en place des éléments pour favoriser la compréhension et l'appréciation avec le mime. Deuxième image aussi connue, le cégep commence en août, nous sommes juste encore en juillet. Donc ici, l'objectif, c'était l'apprentissage des mois de l'année en utilisant un mime, encore une fois, simple, connu et proche de la vie collégiale. On parle de l'école, la fin des vacances, etc. Oui, mais comment je fais pour créer des mimes, Saoul? Ben, il y a des applications qui sont gratuites que vous trouvez sur l'Apple Store ou encore sur Google Play, comme Mematic et Meme Generator, dans lesquels vous avez des databases d'images. Il y a plein d'images les plus populaires d'aujourd'hui. Et après, vous les adaptez à votre enseignement. Vous ajoutez les éléments que vous trouvez, vous allez créer des phrases. Je sais que ce n'est pas simple. OK, on n'est pas en train de dire que c'est simple, au contraire. Mais il y a beaucoup de préparation à faire. Et voici donc 2 applications que vous pouvez utiliser. Donc, on a parlé de compréhension, on a parlé d'appréciation. Finalement, on arrive à l'efficacité de l'humour. Si on a suivi les étapes, on a mis les éléments en place pour favoriser l'efficacité. Toutefois, on peut aussi ajouter des éléments pour favoriser l'efficacité. Premièrement, et ça c'est l'aspect le plus important de tous, c'est d'intégrer l'humour avec la matière à apprendre. Parce que faire juste des blagues pourrait détourner l'attention. Alors, on met un bémol ici, parce que si vous faites juste des blagues, vous allez créer l'atmosphère, le climat agréable en classe et tout ça, mais il y a aussi un risque de détourner l'attention. Toutefois, si vous allez intégrer le contenu, les concepts à apprendre dans votre blague, alors vous allez favoriser l'efficacité de l'humour. Exemple à gauche, on apprend la saison inverno, l'hiver, et l'image est immédiate. Le mot apprendre est dans l'image même. OK? Quindi c'est ça, quand je parle d'intégration, je veux dire intégrer effectivement le concept, le contenu à apprendre dans votre situation humoristique. Je parle d'image, mais ça pourrait être aussi un texte. Mais en parlant d'image, privilégiez l'utilisation d'images, comme j'ai fait avec les mimes ou des vidéos. Pourquoi? Premièrement, l'entreposage en mémoire est plus simple. C'est plus simple de se souvenir d'une image que d'un texte écrit. Deuxièmement, et ça c'est un aspect que j'ai découvert grâce à mon étude, est que si vous utilisez des images, les étudiants vont activer une stratégie considérée adéquate pour l'apprentissage, que c'est une stratégie de répétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les élèves m'ont dit « Saoul, on aimait vraiment beaucoup tes images
Et j'allais les voir souvent, j'allais les montrer à mes amis, à ma famille. L'étudiant, sans le vouloir, regardait l'image, regardait le mot, regardait le concept, était en train de répéter aussi son apprentissage. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir, la force d'une image, et pas juste d'une image, mais d'une image humoristique. Autre aspect très important, c'est l'encadrement de l'enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les étudiants sont en contact avec une situation humoristique en groupe, de façon individuelle, mais vérifiez toujours qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de se dédier à cette activité. Parce que quand on ajoute le mot, il y a toujours un risque de perdre le contrôle. Donc, un encadrement de votre part est fortement recommandé. Autre aspect très important est faire un retour sur les activités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on peut présenter un concept, on peut présenter la matière avec humour, mais c'est aussi important après de reprendre et expliquer le concept. Quand j'ai créé mon matériel pédagogique humoristique, il y avait au départ une activité humoristique et par la suite, il y avait une activité qui résumait le concept, le mettait en évidence avec des exercices d'intégration. Donc, on ne peut pas juste donner une image avec écrit Inverno. Il y a d'autres activités qui doivent suivre comme des exercices, des explications supplémentaires. Et, aspect très important, c'est de privilégier des activités d'apprentissage mixtes. Quand j'ai créé mon matériel pédagogique, pour moi, j'ai créé 4 leçons sur 13. Pourquoi? Parce que pour l'ampleur de la tâche, je ne pouvais pas créer un cours au complet. Mais pour moi, dans un monde idéal, je dis, mais oui, on peut faire un cours entièrement humoristique. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui ressort de ma recherche est que les étudiants en 2020 ne sont pas prêts pour avoir un cours entièrement humoristique. Pour être rassurés, on a toujours besoin d'un jumelage avec des activités d'apprentissage, entre guillemets, classiques. Donc, vous pouvez accompagner votre activité avec votre leçon. C'est pour ça que tantôt, je disais, vous pouvez choisir juste une leçon sur 10 ou 2. Okay. L'important, c'est de garder un équilibre parce que si on amène trop d'humour, le cours entièrement humoristique, on risque un peu le cours va perdre son image. On dirait, les étudiants disent « Ah, mais ça donne l'air moins sérieuse ». C'est ça qu'ils ont écrit dans leurs commentaires. Donc, oui à l'humour, mais jumelé avec des activités aussi plus classiques et toujours avec des explications supplémentaires. Donc, si on met en place tous ces éléments, on peut dire que l'humour, ou l'activité humoristique peut être potentiellement efficace au regard de l'apprentissage. Quelques données en lien avec ma recherche, vous voyez très bien que si on regarde les activités les plus appréciées, sont souvent en lien avec l'utilisation d'images pour toutes les raisons que je viens de nommer. Donc, vous voyez que dans les premières 3 de l'appréciation, nous avons l'association d'images. C'est une activité dans laquelle les étudiants devaient associer des images à des expressions de lieux. Les vidéos et les memes. Et les activités considérées les plus efficaces aussi sont les mimes, l'association d'images et les vidéos. Donc, c'est pour ça que je disais, quand vous allez travailler avec l'humour, optez pour l'utilisation d'images et vidéos. Je vous laisse quelques instants, je reste ici, je ne sauve pas, mais je vous laisse regarder et lire quelques témoignages des participants à ma recherche qui montrent un peu c'est quoi les effets de l'utilisation d'un apprentissage humoristique. Je trouve intéressante particulièrement l'avant-dernière. Apprendre avec l'humour mobilise le cerveau à vouloir apprendre. Ça, c'est toutes des phrases qu'ont dit mes étudiants, tous les participants, parmi les 128 qui ont participé.
On l'a vu tantôt avec le schéma de résolution. C'est pour ça que je voulais montrer, pour vous montrer à quel point, s'il y a une situation humoristique, une blague, une image, on est en élaboration. Cette élaboration stimule l'activité cérébrale qui favorise l'apprentissage. C'est pour ça qu'on parle de mobilisation. Pour terminer, et comme conclusion, les derniers conseils que je peux vous donner, si vous voulez vous lancer dans l'humour, c'est que osez l'humour, mais si vous êtes à l'aise, il faut que soit naturel pour vous. Vous n'avez pas besoin c'est pas nécessaire d'être des comédiens, ok? Vous pouvez vous préparer vos images, etc., puis les faire regarder aux étudiants avant, mais utilisez l'humour si vous vous sentez à l'aise. Il faut que ce soit naturel pour vous, que ce ne soit pas une pratique forcée de votre part. Deuxièmement, soyez prêts à investir beaucoup de temps dans la préparation. Moi, juste pour vous donner une idée, pour créer 4 leçons, ça m'a pris 3 ou 4 mois, peut-être 5 aussi, pas à temps plein, bien sûr, mais il y a un énorme travail de brainstorming dans lequel la partie la plus simple, selon moi, c'est choisir quoi présenter. Une fois que vous avez choisi vos éléments en lien avec le plan cadre, avec votre plan de cours, vous devez créer l'activité pour présenter les concepts. Et ça, c'est la partie la plus complexe. Après, vous allez écrire, mais surtout la phase de conception qui est longue. Donc, si vous voulez opter pour l'humour, soyez prêt à mettre beaucoup de temps. Restez dans l'air du temps. Donc, on l'a vu tantôt, restez dans ce qui est drôle aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est approprié aujourd'hui, mais aussi ce qui est en lien avec les références de vos étudiants. Finalisez toujours l'humour à l'apprentissage. Bien sûr, si vous voulez faire des blagues pour créer une belle atmosphère en classe, let's go. Mais si vous voulez cibler l'apprentissage, alors c'est important d'intégrer le concept à apprendre dans votre histoire humoristique. Je fais un exemple. Vous pouvez créer des vidéos dans des cours de philo, par exemple, pour expliquer les différents courants de pensée. Et il y avait des personnes qui avaient fait un texte ou une vidéo dans laquelle chaque philosophe allait acheter la crème glacée et demander la crème glacée, excusez-moi, d'une façon différente. Et cette façon expliquait un peu sa pensée. Donc, vous pouvez créer des vidéos avec vous comme protagoniste, avec vos élèves, ou des images, des photos que vous avez prises vous-même pour montrer un concept. Utilisez une anecdote dans laquelle le concept, à la base de l'histoire, explique quelque chose que vous allez reprendre plus tard. Donc, mais l'important, c'est que vraiment, le concept à apprendre, le mot, peu importe, soit à l'intérieur de votre situation humoristique. N'oubliez jamais non plus, il faut comprendre pour apprécier l'humour et ensuite pour faire apprendre. Donc, les étapes, compréhension, appréciation, et après, on va vers l'efficacité. Dosez bien aussi. Comme je disais tantôt, pas juste des activités humoristiques, mais aussi des activités classiques à côté. C'est ça qui est important. Pour moi, personnellement, tout ce qui a amené la recherche sur l'humour, c'est aussi la création de mon livre Scherzo, que c'est un livre pour l'apprentissage de la langue italienne, dans lequel j'utilise beaucoup l'humour et j'ai essayé de le bien doser. Donc, c'est pas un livre entièrement humoristique, mais c'est un livre que j'utilise en classe avec mes élèves qui sont très contents d'avoir des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est une grande chance d'être ici et j'espère que vous allez trouver là-dedans quelque chose qui peut vous inspirer un peu dans votre quotidien et dans vos cours. Donc, merci encore Amélie et Camille. Merci beaucoup, Saoul. Tu as un heure, c'est 11h50. Ça va nous laisser un peu de temps pour les questions. Tu es vraiment venu confirmer là, comme quoi en l'humour, ça n'a pas qu'une fonction de divertissement. L'apprentissage, ça peut être un réel outil là, à intégrer. Donc, j'ai une question aussi qui a été posée pour une formation qui se donne de manière asynchrone, donc avec peu d'interaction directe là, avec les étudiants. Est-ce que, selon toi, c'est risqué d'utiliser l'humour dans ce contexte-là? Puis sinon, est-ce que tu aurais des suggestions, des choses que tu dirais,
bon, vu qu'on n'est pas en présence, il faudrait considérer tel aspect plutôt qu'un autre, etc. Alors, je ne vois pas des risques dans une situation asynchrone parce qu'on l'a tous vécu aussi avec, en pandémie, on donnait des cours à distance, etc. Tout ce que je dirais, c'est que c'est plus complexe parce qu'une grande importance, c'est la présence physique, être ensemble, faire en sorte que les étudiants travaillent. Ça dépend si c'est une activité asynchrone à distance individuelle ou les étudiants sont ensemble. Asynchrone, pas nécessairement ensemble. Mais ça peut être les Ouais, deux, en fait. oui, c'est ça. Moi, je trouvais que c'est plus intéressant quand les étudiants sont en classe, mais je ne vois pas les risques de faire une activité asynchrone. Au contraire, on pourrait opter pour les mêmes activités, tu sais, regarder des images, des vidéos. C'est sûr que la personne se trouve seule chez lui. Donc, peut-être l'impact de l'activité humoristique, ça ne serait pas le même de le vivre en classe. Je dirais que ce que j'ai remarqué quand j'étais à distance, c'est que c'était moins, ça fonctionnait, mais l'idéal, ce serait dans un monde idéal, c'est en présentiel. Donc, en classe, il y a une certaine émulation qui se crée aussi avec le rire, etc. Fait Exact. C'est là qu'on crée le fameux climat de classe. On va perdre beaucoup d'effets, comme je disais tantôt, les climats agréables, si on est seul, c'est un peu différent. Okay. Merci. On a une autre question. Dans les lectures que tu as faites ou dans des exemples dans ton expérience que tu as pu vivre, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as des exemples de difficultés culturelles dans l'utilisation de l'humour ou des défis là, culturels qui auraient été répertoriés? Par exemple, bon, ce style d'humour-là peut être utilisé dans tel pays, dans celui-là, il y a des susceptibilités particulières, etc. Est-ce que tu as lu des trucs comme ça? Perso, j'ai eu la chance d'analyser plusieurs matériels pédagogiques qui ont été créés dans d'autres pays, donc en Moyen-Orient et en Europe, aux États-Unis et dans d'autres époques. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué, effectivement, que j'ai voyé des choses, puis j'ai trouvé ça, les choses pas drôles du tout. Donc, c'est vraiment très important. Il y a deux facteurs à considérer. Les pays, donc l'origine des étudiants, c'est un aspect très important. Et aussi, on est dans quelle année. Donc, oui, j'ai vu effectivement beaucoup de choses que je trouvais inappropriées au Canada en 2020, mais qui peut-être fonctionnaient bien dans les années 90 en Allemagne. OK, donc il y a de la littérature là-dessus. Oui, il y a de la littérature dans le sens qu'il y a des exemples concrets dans lesquels on peut voir qu'il y a des choses qui sont désuètes. Dans le sens que l'humour, tout ce que je viens de dire aujourd'hui, dans 50 ans, quelqu'un qui va écouter la capsule sur YouTube va dire, voyons, de quoi il parle, lui. Donc, effectivement, oui, il y a de la Merci. littérature aussi. Une autre question, est-ce qu'il y a des enjeux, bon, tu as dit que tu utilises beaucoup les memes et tout ça, est-ce qu'il y a des enjeux de diffusion puis de droit d'auteur, tout ça? Comment ça se gère, tout ça? Alors oui, il y a un enjeu, mais ça dépend de l'utilisation. Exemple, les lois de copyright ici sont similaires aux États-Unis. Ça dépend. Si vous prenez un memes sur Internet, vous imprimez des t-shirts et vous les vendez, il y a un souci de copyright. Cependant, si vous écrivez un livre, un ouvrage dans lequel il y a une image et cette image représente les 0,5% de la globalité de l'activité ou de l'ouvrage, il n'y a aucun souci. C'était déjà arrivé des gens qui sont allés en cours avec une image d'un chanteur, il y avait une mime, lui a fait une plainte. C'est arrivé aux États-Unis, c'est créé comme un antécédent et il a perdu parce qu'on démontrait que dans la globalité, on parle des gens qui vendaient l'ouvrage. Dans mon cas, par exemple, mon livre est vendu sur Amazon et là-dedans, il y a des mimes qui sont du domaine public, mais ont été créés par quelqu'un. Toutefois, puisque les mimes occupent un dixième d'une page sur 150, il n'y a pas de problème de copyright. Mais ça dépend toujours, vous pouvez avoir des problèmes, ça dépend comment vous l'utilisez. C'est quel pourcentage qui représente dans votre activité ou dans l'ouvrage que vous allez donner à vos étudiants ou vendre. Ça dépend. Oh, ton micro, Amélie. C'était une blague. Incompris.
Oui, c'est ça, incongru, exactement. On a un participant qui nous dit qu'il utilise l'humour avec certains étudiants dans sa classe. Là. Tu sais, des étudiants avec qui il y a une bonne relation, par exemple. Bon, par exemple, on a, je vous cite un peu l'exemple, on a Mathieu qui pose toujours des questions quand il y a des questions dans la classe, puis l'enseignant a une bonne relation avec Mathieu. Puis là, c'est la période de questions, puis il dit, bon, à part Mathieu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre alors que Mathieu répond tout le temps? Donc, c'est une petite boutade qu'il fait avec l'ensemble du groupe, mais comme il connaît déjà la personne, ce n'est pas du dénigrement non plus, puis la personne est bonne joueuse là-dedans. Donc, notre participant à notre webinaire voudrait savoir, est-ce que tu as des partenaires de blagues dans tes classes? J'ai fait toujours attention à ça parce que alors là, on rentre dans la taquinerie innocente, dans le sens que vous n'êtes pas en train de faire de la dérision. Donc, soyez rassurés, il n'y a aucun risque, surtout si la personne démontre la participation puis rit avec vous. Moi, je fais très attention à ça parce que pour moi, c'est dans le cas de ma classe, je veux pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec l'humour, mais moi, j'essaie de le proposer à tout le monde parce que moi, je l'utilise vraiment dans un but d'apprentissage. Donc, je veux m'assurer que tout le monde apprend de la même manière. Mais je vois aucun problème en faire des blagues avec seulement certains étudiants. Peut-être que d'autres vont se sentir exclus parce que des fois, les gens, c'est pas qu'ils sont pas drôles, peut-être qu'ils sont plus gênés, mais aimeraient aussi rire. Donc, moi, personnellement, je considérais de faire des blagues avec tout le monde, mais ça dépend des groupes, c'est pas toujours possible. Merci. Alors, ça fait pas mal le tour des questions qu'on avait pour aujourd'hui. Merci infiniment, Saoul. Je suis certaine que ça va inspirer les gens dans les commentaires qu'on a. Les gens trouvent ça très intéressant. Puis, tu as bien fait de mentionner le caractère quand même un peu délicat. Hein, ce que les gens retiennent aussi de, oui, l'humour, l'utiliser pour l'apprentissage, mais avec parcimonie, puis sélectionné. Hein, puis, je pense que tu l'as bien mis en exemple. Dans ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Alors, je te remercie. On te remercie toute l'équipe. Et puis, merci aux participants et participantes d'avoir participé en grand nombre aujourd'hui. Puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée. Merci à tout le monde.